Là, nous allons parler donc l'EHPAD intra et hors les murs sur le pôle de ressources de proximité avec Monsieur Loquet, directeur de l'EHPAD de Saint-Louis de Rennes, Madame Tafari, IDE à l'EHPAD Saint-Louis de Rennes, et Anne-Sophie Rouxel, médecin coordonnateur à l'EHPAD Saint-Louis de Rennes. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous parler ensemble aujourd'hui de notre expérience sur Rennes d'un EHPAD qui fait sa mue, qui continue en tout cas à faire sa mue en interne et vis-à-vis de l'externe, et qui petit à petit se transforme dans ce qui a pu être évoqué en introduction, un pôle de ressources et de proximité. Bon, très rapidement, vous présenter le contexte dans lequel on travaille. Donc, l'établissement fait partie de l'Hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve, qui est un groupe d'établissements privés à but non lucratif, essentiellement basé en Bretagne et également en région PACA. Donc, ça s'explique par des raisons historiques, puisque les établissements étaient liés à une congrégation. Donc, ce sont des établissements privés à but non lucratif qui exercent dans un cadre de service public, avec des valeurs de service public que sont l'accueil et l'attention aux plus pauvres en particulier. Notre établissement donc, se situe en centre-ville de Rennes. Il a été créé en 2006. Il accueille depuis cette époque 87 résidents en unité d'hébergement permanent, donc des unités classiques et une unité pour personnes atteintes de pathologie Alzheimer ou apparentée. Et depuis 2014, nous mettons en place un PASA qui n'est pas labellisé, donc avec une organisation sans moyens particuliers sur cette unité. La caractéristique du secteur rennais, c'est que l'environnement sanitaire et médico-social est très dense et a peut-être pu favoriser justement notre projet dont on va parler aujourd'hui. Donc la genèse de ce projet, il faut repartir en 2016. On a à cette époque réfléchi à notre nouveau projet d'établissement et trois questions se sont posées par rapport à nos missions. La première, c'est la réponse quantitative aux besoins des populations. Donc on a ressorti des études démographiques. On a également regardé ce qu'on faisait à cette époque-là. On avait une liste d'attente qui était conséquente. On a 500 personnes aujourd'hui sur la liste d'attente d'entrée de l'établissement. Et on sait très bien que les dynamiques démographiques vont accentuer cette difficulté-là. Là, on voit par exemple sur la carte une étude qui date de 2012 qui fait des projections sur les personnes de plus de 60 ans entre 2012 et 2032. Donc sur le secteur rennais, c'est plus de 50% et encore c'est un chiffre bas par rapport à d'autres secteurs, en particulier ruraux. Le deuxième élément de contexte, c'est un élément culturel. Je pense que chacun d'entre nous le perçoit dans sa pratique quotidienne. L'admission, même dans nos structures, même si elle est soumise à un consentement, on ressent parfois de la part de nos usagers une entrée qui est subie, puisqu'il n'y a pas le choix. La situation à domicile ne permet plus de garder un maintien à domicile suffisant. Malgré tout, on ressent, et là c'est une étude de l'adresse qui date de 2014, on ressent une volonté qui est de plus en plus marquée de vouloir rester à domicile, y compris en situation de dépendance. Donc dans cette étude-là, il y a 80% des personnes interrogées qui exprimaient le souhait de rester à domicile. Le dernier élément de contexte, c'est un élément économique, c'est le coût d'un EHPAD. Pour répondre à ces deux premiers éléments de contexte, la solution EHPAD ne peut pas être la seule solution puisque le coût d'une place en EHPAD est coûteux à la fois pour la collectivité, donc l'assurance maladie et le département, mais également pour l'usager. L'accessibilité de nos établissements, même si on est agréé à l'aide sociale, reste discutée parfois par des éléments économiques. Donc dans notre projet d'établissement, on a posé un objectif, alors plusieurs objectifs, mais en tout cas sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, un objectif principal, c'est de positionner la structure pour mieux répondre justement à ces besoins qu'on a identifiés liés aux populations dépendantes, de manière très schématique, j'ai bien conscience que c'est très schématique. On avait une situation qui nous posait auparavant en tant qu'acteur sur un créneau moyenne faible dépendance. L'objectif, c'est, à l'issue de ce projet d'établissement, de pouvoir construire une offre qui s'adresse à une population beaucoup plus large et qui prenne en compte l'hétérogénéité des situations de dépendance.
Donc ce projet, on l'a effectivement décliné après en moyens, enfin en tout cas en actions. Il y a plusieurs éléments, je ne reviendrai pas dans le détail de l'ensemble de ces éléments, mais l'objectif c'était à la fois de compléter l'offre interne de la structure. Donc on a restructuré notre PASA non labellisé, on a recentré l'admission sur des profils un peu plus dépendants. On a placé les usagers au centre de l'accompagnement en développant des méthodes d'accompagnement de type Carpe Diem ou en créant un projet des usagers, en tout cas créé par les usagers eux-mêmes. Et on a commencé à ouvrir notre structure sur l'environnement et notamment les populations âgées du quartier dans lequel on est installé. Ensuite, on a cherché à organiser notre offre interne. Donc le point saillant de ce sujet-là, c'est la création d'une filière interne d'accompagnement. J'y reviendrai un petit peu plus en détail après. Et puis la création de liens avec les secteurs hospitaliers en amont et en aval et avec les dispositifs d'appui pour nous inscrire dans cette construction territoriale. Et le dernier point, c'est qu'on vous exposera un peu plus en détail, c'est le développement d'une offre externe qui va ouvrir la structure vers des populations du domicile avec la création de l'EHPAD, ce qu'on appelle l'EHPAD dans les murs. Un point important, je ne sais pas s'il y a des directeurs dans la structure, mais je pense que ça intéresse également les médecins coordonnateurs, pour mettre en œuvre cette ambition et cette vision, il y a un outil qui est essentiel, c'est le CEPOM. Le CEPOM permet d'associer les autorités de tutelle et la structure dans cette même dynamique. Pour faire ça, il faut des moyens, évidemment, on est bien conscient. Il faut surtout une volonté politique de nous accompagner et de nous orienter parfois aussi vers des dispositifs qui existent déjà ou des dispositifs qui vont nous accompagner à trouver les moyens pour mettre en œuvre cette vision. Donc la première pierre de ce pôle de ressources et de proximité, c'est de créer cette filière interne. On avait auparavant un établissement qui était monobloc où on rentrait dans la structure et on restait propriétaire de sa chambre jusqu'à la fin, malgré les différents services qu'on proposait, donc de l'hébergement classique, mais également de l'hébergement pour personnes Alzheimer et le PASA. Donc on a cherché à offrir à l'usager un parcours au sein de la structure et d'adapter son évolution dans ce parcours à son état de dépendance, à son état de santé. L'objectif sous-jacent, c'était évidemment de rendre efficient l'utilisation des moyens de la structure pour les rendre adaptés à ces situations. Donc on a organisé une filière interne, alors c'est très simple, il n'y a pas de révolution, c'est simplement qu'au moment de l'entrée des usagers, on leur a dit voilà comment on est construit, quels services on propose, sachez qu'on fera tout pour adapter votre accompagnement à ces services. On a intégré au contrat de séjour de la filière interne, donc c'est inscrit dans notre contrat de séjour, c'est contractualisé avec l'usager qu'il sera amené à évoluer au sein de la structure en fonction de son état. Et on a créé une commission de filière interne qui regroupe les professionnels et des représentants des usagers. Donc le résultat, après maintenant 3 ans de mise en œuvre, c'est un accompagnement qui est plus adapté et plus fluide. Les personnes sont accompagnées au mieux dans notre structure. En tout cas, ils suivent un parcours et les professionnels participent à ce parcours en étant non pas uniquement acteurs de soins, mais également partie prenante au choix de ce parcours. Et in fine, ça nous a permis d'élargir les profils des résidents. On résume un petit peu cette méthode-là, en tout cas ce projet-là, par une phrase, c'est le résident est au bon endroit et au bon moment, ce qui est beaucoup plus logique en termes de besoins. Donc le deuxième élément qu'on souhaitait vous présenter, c'est l'EHPAD dans les murs, dans en tout cas cette dimension dans laquelle on l'a construit à Rennes. Tout est parti d'un appel à projet de l'ARS Bretagne en 2018 sur les innovations organisationnelles auxquelles on a répondu et donc pour lequel on a été retenu à hauteur de 150 000 € par an sur 2019 et 2020. Donc c'est un financement dès le début qui a été starter et expérimental. L'objectif c'était de nous accompagner. Donc c'est là où je dis que le CEPOM est important puisque c'était un objectif inscrit dans le CEPOM et l'ARS nous a accompagnés en starter, mais nous a accompagnés également après pour la pérennisation, pour aller auprès du ministère de la Santé pour construire un dispositif qui soit plus durable. Donc l'objectif de ce dispositif, c'est de proposer une alternative à l'entrée en institution des personnes âgées en situation de dépendance. Donc on s'adresse à des personnes qui sont classées en GIR 1 à 4. On considère que les GIR 5-6 sont des situations qui peuvent être accompagnées à domicile dans un cadre classique.
avec donc deux notions importantes, la coordination, docteur vous l'avez évoqué, et la complétude de cet accompagnement à domicile. Donc 3 principes au dispositif, on va y venir en détail. La notion de coordination de l'accompagnement existant, donc de l'ensemble des partenaires du dispositif. L'apport de l'EHPAD avec sa propre expertise gériatrique et gérontologique. Et puis la sécurisation du domicile. Donc la coordination, le principe du dispositif, c'est qu'on ne fait pas à la place de ce qui existe déjà. Il y a des acteurs du domicile qui font leur travail, qui le font très très bien. Notre constat, c'est que très souvent, on est dans une logique de service à domicile qui est très cloisonnée et qui empêche la communication entre les différents acteurs. Donc notre objectif, c'est de mettre de l'huile dans les rouages et de permettre à ces acteurs de travailler ensemble pour prendre en charge une personne à domicile. Donc on s'appuie sur 2 outils. Une commission d'admission et de coordination avec nos partenaires, donc c'est une commission qui est commune. L'admission dans le dispositif, elle ne se fait pas unilatéralement par l'EHPAD, elle se fait de manière partagée avec les partenaires. Et la partie coordination qui va construire la réponse adaptée aux besoins de la personne. Le deuxième outil, il est humain, c'est Mme Tafari qui viendra après, la création d'un poste donc anciennement appelé infirmière coordinatrice, qu'on a fait évoluer vers un coordinateur de parcours. On a nos vieux réflexes d'EHPAD, donc on utilise le terme infirmière coordinatrice, mais en réalité c'est un nouveau métier qui correspond, qui est très différent du métier d'infirmière coordinatrice. Et donc on va identifier tous les besoins de la personne autour des 4 piliers essentiels, donc l'accompagnement des soins, l'accompagnement de la vie quotidienne, de la dépendance et l'accompagnement social. Et on va apporter des réponses avec des acteurs qui interviennent au domicile pour la personne dans son domicile. Donc, petite précision, parce que c'est très souvent, en tout cas ça a été au début le point qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, c'est la notion de coordination. Ce qu'on ne voulait pas évidemment, c'est que ce soit une coordination qui se surajoute à des dispositifs qui existent déjà. On voulait la rendre complémentaire au PTA, au CLIC, au MAIA, qui font un travail déjà formidable dans les secteurs. Et donc le créneau qui manquait pour la personne à domicile, c'est la notion de coordination opérationnelle. C'est vraiment cette opérationnalité dans le quotidien, dans la manière dont on va prendre en charge la personne qui est la base de cette coordination. Donc on travaille avec des partenaires, je vous l'ai dit, c'est le principe du dispositif. On n'est pas acteur du domicile, on ne connaît pas du tout comment fonctionnent les services, on ne connaissait pas en tout cas avant comment fonctionnaient les services d'aide à domicile. Donc on s'est associé à des partenaires, donc le CCAS de la ville de Rennes qui porte un service d'aide à domicile et un SIAD, l'ADMR de Rennes qui porte un service d'aide à domicile et une association, ASIA, qui fait partie du réseau UNA, qui a un service d'aide à domicile, un SIAD, un centre de soins infirmiers et une ESA. Et puis après, en plus de ces partenaires, en fonction de chaque usager, on aura des acteurs avec qui on va dialoguer, on va discuter, avec qui on va construire des réponses en fonction de chaque besoin. Donc le médecin traitant, le spécialiste, l'hospitalisation à domicile, l'équipe mobile de soins palliatifs, de psychiatrie, le kiné, etc. Le deuxième, je ne sais plus quand est-ce que je vous passe la parole, docteur. Merci. Bon, je vais m'arrêter là. Il faut me dire, moi je ne rate plus. Merci. Donc Anne-Sophie Rouxel, donc moi je suis médecin coordonnateur de l'EHPAD. Voilà, donc 87 lits et sur un 0,40 ETP et qui comprenait en tout cas la mission de déployer l'expérimentation également pour 20 usagers d'EHPAD hors les murs. J'ai également un 0,40 ETP dans un autre EHPAD, mais ils sont tous les deux dans le groupe Hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve, donc ça me permet de mutualiser pas mal d'actions également. Voilà. Donc, en effet, l'expertise gérontologique. Donc, on commence par l'aspect préadmission. On n'a pas réinventé, c'est ce que disait M. Loquet, des choses qui fonctionnent déjà très bien. Donc, on est resté aussi sur la fiche de préadmission nationale, aussi pour simplifier les démarches. On n'en a pas fait une nouvelle. Et on a 3 biais d'entrée dans le dispositif. Alors, je peux peut-être enlever mon masque, moi, d'ailleurs. 3 biais d'entrée dans le dispositif.
Soit en effet nos partenaires ont déjà des usagers et ils pensent qu'ils sont dans le profil d'accueil EHPAD Hors-les-Murs et ils nous soumettent la proposition et on fait donc du coup remplir le dossier de préadmission. Soit on a fait connaître aussi le dispositif, donc nos services hospitaliers, hôpitaux de jour, nos collègues médecins libéraux nous font des demandes spécifiques EHPAD Hors-les-Murs. Ou encore, au niveau de l'EHPAD, comme on vous l'a dit, on a tous énormément de dossiers de préadmission. Et donc, moi, je regarde tous les dossiers de préadmission. L'idée étant, en effet, pour certains, de se dire, il y a peut-être un profil EHPAD Hors-les-Murs. On n'est pas encore à un stade où, en tous les cas, personne ne peut répondre à cette demande aujourd'hui. Et ça permet de lancer le dispositif. Donc, on fait cela et ensuite, il y a en effet la commission d'admission commune où on valide et ensuite va être déclenchée la visite à domicile dont vous reparlera Madame Tafari, qui est généralement une visite faite avec les partenaires. Bien évidemment, l'idée c'est qu'on se partage les informations, d'éviter les ruptures, donc dès le début. Voilà, si quelqu'un est déjà pris en charge par le CCAS, ce sont les intervenants, parfois la SH qui va être présente, en fonction pour qu'on fasse vraiment un travail commun dès le début. Généralement, moi, je n'interviens pas à domicile et volontairement, alors un peu aussi au regard du temps, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se passent quand on arrive, il y a des visites, beaucoup de partenaires qui sont présents, et donc moi, je laisse vraiment ce temps de visite de préadmission, le temps aussi de notre équipe qui va intervenir. Et ensuite, je complète la réalisation par l'évaluation gériatrique. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important qu'on commence à mettre en place. En effet, je vous rejoins tout à fait dans ce que vous avez dit, dans nos EHPAD. Et donc, j'ai mené, alors je ne l'ai pas précisé, j'ai pris mon poste dans l'établissement le 1er juin 2019. Et si j'ai postulé, c'était aussi pour l'EHPAD Hors-les-Murs. Donc, j'ai mené, en fait, ces mises en place en parallèle dans l'EHPAD. Et donc, j'ai formé, avec Mme Tafari, l'équipe, notre équipe mobile interprofessionnelle qui est constituée d'ASG aussi, à ce qu'était une évaluation gériatrique. Je vais vous montrer après la grille que j'utilise et dont on avait parlé d'ailleurs. Je cherche M. Bérut, on avait fait une formation à la SFGG sur... je ne sais pas où il est. À la SFGG justement sur l'évaluation gériatrique en EHPAD, donc je suis intéressée aussi après sur les autres sujets. Donc on lance l'évaluation gériatrique, donc les professionnels vont déjà avoir ce regard-là. On récupère aussi tous les comptes rendus. L'idée, c'est surtout pas de refaire de doublons. Et on mobilise l'équipe. Il y a aussi parfois l'ergothérapeute qui intervient si c'est urgent ou si on attend. Et puis, je veux bien juste la diapo d'après, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui fais, pardon. Hop. Voilà. Donc, on a un document assez synthétique. Vous allez retrouver toutes les données gériatriques. On est parti là-dessus. Et moi, l'équipe va en fait tout pré-compléter avec aussi les commentaires de tout ce qui est déjà mis en place. Moi, je vais compléter aussi la partie plus médicalisée. Et c'est là qu'on va se rendre compte, en effet, qu'on a diverses situations, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on a beau être à Rennes centre-ville, on a aussi un certain nombre d'usagers qui ont renoncé aux soins. On stigmatise parfois le milieu rural où j'ai un autre EHPAD, et il ne faut pas tout confondre. Et on a beaucoup de renoncements aux soins, parce que c'est compliqué, s'ils n'ont pas les dents, de prendre même un rendez-vous, on leur demande d'appuyer sur le 3, de rappeler, etc. Pas du tout adapté. Donc il y a beaucoup de renoncements, on a beaucoup de personnes en situation d'isolement social, très, très précaires. Et inversement, on a d'autres situations où les usagers nous disent « moi, j'en peux plus, j'ai du monde tous les jours chez moi, j'ai les rendez-vous chez le médecin, le suivi, etc. » Enfin, tous les suivis paramédicaux, et j'ai besoin d'être un peu tranquille, et vous allez arriver en plus, comment tout ça va s'articuler, ou les dents. Donc on a vraiment toutes ces situations qui peuvent être vraiment très variables,
Et on va du coup décider en lien avec les usagers, leurs familles, leurs demandes, les actions qu'on va préconiser et qui sont en complément de celles qui ont déjà été faites. Donc ça peut être refavoriser l'accès aux soins, tout simplement. On en a qui n'ont pas de médecin traitant aussi. Donc ça m'est arrivé de faire des admissions sans dossier de préadmission, c'est pas grave. Compléter toutes les prises en charge paramédicales ou quand elles s'arrêtent de faire un suivi, donc les kinés ou les hôpitaux de jour, les plateformes d'ESAC interviennent, quand ça s'arrête, et du coup on a une collaboration avant pour qu'il n'y ait pas de rupture et nous l'équipe va mettre des ateliers en lien avec ce qui a déjà été fait. Donc voilà, en gros, alors il faut que je remonte un petit peu comment on s'organise. Si je remonte la diapo du dessus. Ouais, Du coup, dans la casquette modérateur, il y a la gestion du temps. Je me permets juste de vous indiquer qu'il vous reste 3 minutes si on reste sur les 20 minutes par intervention. Très bien. Et donc, pour moi, c'est bon. Je répondrai plutôt aux questions après. Et on a une partie sécurisation du domicile, comme on vous l'a présenté. Donc, initialement, ça m'avait un petit peu interpellé, le Big Brother dans la maison. Mais en fait, non, bien évidemment. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. On a créé un comité des usagers, un petit peu comme on a un comité de vie sociale dans nos établissements. Il va se réunir d'ailleurs dans 15 jours. Et puis, on a aussi pour projet, très rapidement, de faire un comité d'éthique sur les dispositifs EHPAD hors les murs. En fait, il y a une demande forte, vous vous en doutez, que ce soit des aidants ou des familles, pour la sécurisation. Pour les usagers, parfois, ils le souhaitent aussi parce qu'ils se disent « ça va m'éviter d'aller à l'EHPAD si tout est bien géré à la maison ». Donc voilà, donc on a une sécurisation qui est humaine, avec, nous on peut être appelé les ASG. Vous en parliez tout à l'heure sur les trous. Maintenant, on n'a plus que, entre guillemets, la journée du samedi et dimanche, puisque maintenant on organise aussi, on avait une astreinte AS à partir de l'EHPAD. Enfin voilà, on s'est organisé. Donc on a plusieurs objets de domotique sur les chutes, la géolocalisation, habitudes de vie, le passage de l'ergot, enfin des choses aussi assez classiques. Bonjour, donc je suis coordinatrice de parcours au dispositif EHPAD hors les murs de Rennes et je suis toute petite et je ne vois pas. Du coup, je vais me mettre comme ça. Oui, on m'entend mieux ? Le premier bilan au 31 décembre 2019. Donc pour rappel, les premiers accompagnements avaient commencé au 2 septembre 2019. En tout, il y avait eu 41 dossiers étudiés en commission d'admission, dont 20 dossiers ont été refusés, soit par refus de la part des aidants ou de l'aidé, soit par absence de correspondance avec les critères d'admission, puisque les critères d'admission, notamment, requièrent le niveau de dépendance, mais aussi le principe de partenariat avec les services d'aide à domicile. Et voilà, donc certains souhaitent garder leur service d'aide à domicile. En tout, on a fait 21 admissions et il y a eu 4 décès sur la période. La moyenne d'âge est de 84 ans, 5. Au final, on se rend compte que 10% des usagers accompagnés sont totalement isolés, c'est-à-dire sans conjoint ni entourage proche. Et le principal motif d'entrée, c'était l'aggravation de la dépendance, suivi de chute à 19%, d'épuisement de l'aidant à 14% et enfin l'accompagnement en fin de vie à 5%. Le temps d'intervention moyen par usager était à la période de 2,5 heures par semaine, sachant que ce sont des interventions d'1 heure en moyenne et qu'on peut faire une intervention à 4 interventions par semaine chez la personne. Tout dépend des besoins et de leurs souhaits aussi, puisque comme expliquait Dr Oxel, souvent ils ont beaucoup d'intervenants, donc certains ça fait beaucoup de passages. Le travail qui est essentiellement proposé sont des activités de stimulation cognitive, sensorielle, relationnelle ou
motrices et fonctionnelles. Et ces activités-là, elles sont vraiment définies en lien avec l'évaluation qui est faite aussi gériatrique, où il y a des besoins qui sont posés et du coup l'équipe en prend connaissance et travaille vraiment les besoins spécifiques propres à chacun. Dans tout ce qui est système de télésurveillance, en tout, donc sur 4 mois d'existence, il y a eu 58 alertes détectées par le système de sécurisation. Et le principal motif, c'était à 59% l'appui médaillon, puisqu'on les équipe de médaillons ou de bracelets à détection de chute. Bien souvent, ce sont des erreurs, ils se cognent, ou voilà. Les réelles chutes, on en a eu au final peu. Et ce qui est important de voir, parce qu'aujourd'hui on en a un peu plus, ce sont les anomalies d'activité. Ce sont des temps anormalement passés dans une pièce ou voilà, qui nous montrent qu'il y a des changements de comportement dans le domicile. Je vous remercie. Pour ça conclure, je pense qu'il va y avoir énormément de questions en fait. Je pense qu'il faut qu'on garde un petit temps. Oui. Juste pour vous dire que le dispositif donc, a été présenté au ministère de la Santé depuis septembre 2019, son démarrage, et il a été travaillé avec la Mutualité française et la Croix-Rouge en commun, un cahier des charges, et qui aboutit au financement de 23 expérimentations supplémentaires à partir du mois d'octobre. Donc on va continuer, et donc HSTV va en porter 5 en Bretagne, et les autres acteurs sur le reste de la France, il y en a à Nantes notamment, qui vont se développer. Et juste la dernière diapositive, c'est finalement un peu le récapitulatif de notre projet et de ce qui va arriver après. On a des choses donc qui sont validées dans l'idée d'avoir un pôle de ressources de proximité. On va continuer à faire d'autres choses et il y a encore plein de briques à mettre dans cette idée d'avoir un pôle de ressources de proximité. Je vais expliquer un petit peu les modalités de questions, puisqu'avec le Covid, nous sommes obligés de prendre des mesures sanitaires. Si vous avez des questions, ce n'est pas le micro qui se déplacera, on va vous demander de vous déplacer sur le micro central qui est dans l'allée. Donc, vous pouvez... Et le deuxième micro qui est là, exactement. Merci. Avant qu'il y ait la première personne qui se déplace, moi je trouve que votre initiative est hyper intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas eu des interactions entre les différents services, je pense sur Rennes, entre les équipes mobiles gériatriques, les équipes spécialisées Alzheimer? Est-ce que c'était des interactions, est-ce que c'est ou des interférences? Alors, ça a été une crainte des uns et des autres d'ailleurs exprimée, et donc on a fait un gros travail de rencontres préalables pour répondre à ces questions et bien s'articuler et se connaître en fait, mettre des visages, avoir Mme Tafari un réseau désormais avec voilà, de tous se connaître pour ne surtout pas faire des doublons et bien articuler. Donc c'est pareil, moi quand je fais l'évaluation gériatrique, on récupère un max pour ne pas recommencer une consulte qui a déjà eu lieu, etc. Mais ça faisait partie des craintes, donc on est toujours très vigilant. Et les rencontres ont fait que du coup le travail préalable a permis, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des couacs, mais à bien qui fait quoi et quel est le rôle de chacun. Alors c'est sûr que les questions, c'est toujours un moment qui peut être sensible, surtout que là il faut se déplacer. J'imagine qu'il y a... Voilà, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont des questions? Non. Bon, alors... Moi aussi, j'en ai pas mal. Donc, moi, j'aurais aimé savoir, du coup, ce projet entre le départ et puis sa phase opérationnelle. Combien de temps de travail et quels moyens? Alors, on a entendu les moyens que vous avez obtenus suite à l'appel à projet, mais on a le sentiment que le pôle ressources et proximité, c'était une première étape. Donc, voilà, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux, ce pôle ressources et l'EHPAD Orlémur? Alors l'EHPAD Orlémur est une brique du pôle de ressources et de proximité. D'accord. C'est qu'une étape. Après, sur l'EHPAD Orlémur en tant que tel,
C'est un travail qui a débuté en 2017, donc il a fallu 2 ans de construction avant de pouvoir le mettre en œuvre. On l'a couché sur une feuille, en fait on n'avait aucun repère particulier, donc on ne savait même pas si ça allait fonctionner. Hein. Donc, ce qu'on retient, c'est quand même l'importance et l'animation de la coopération. Vous l'avez bien compris, on n'est pas là pour se marcher sur les pieds. Comme le disait le docteur Roussel, l'intérêt c'est de connaître nos partenaires qui nous connaissent et on va effectivement être plutôt dans l'interaction plutôt que dans l'interférence. C'est important. Ça prend du temps, la coopération, la construction. Je pense que le micro n'est pas ouvert. Merci. Donc, j'ai quelques questions, mais simples. La première, sur les dossiers d'admission. Vous avez un système type diatractoire. C'est arrivé jusqu'ici ou ça ne concerne que les immunitaires? Alors, c'est arrivé jusque ici, mais pas encore chez nous en Bretagne. D'accord. Donc, ça fait une autre voie d'accès à votre EHPAD en ligne. Oui. Question. Il n'y a pas de critères pathos Non. dans les critères d'admission. Vous avez que les critères virage. Voilà, dans l'expérimentation, c'était ça, GIR 1 à 4, d'où l'étude du dossier. Vous l'avez vu à la fin, moi, mon objectif, c'est quel est le bénéfice de l'usager à intégrer l'EHPAD hors les murs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va lui apporter de plus? Est-ce que ça va être au niveau de la coordination? Est-ce que ça va être de le remettre dans le soin? Si c'est pour si tout se passe finalement très bien, on n'a peut-être rien à faire. Donc moi, ma question à la fin de l'évaluation, qu'est-ce qu'on va lui apporter en plus? Voilà. Donc il peut très bien être GIR 1 ou GIR 4, mais finalement ne pas avoir d'intérêt. Ça va être la prévention des fragilités, le parcours. Enfin voilà ce qu'on va faire. Mais c'est en effet financièrement, ce n'est que là-dessus. La troisième, c'est ça va être du tampon. A priori, non, vous prévoyez de faire un EHPAD domicile en ligne sur une période de manière définitive? Ah oui, c'est définitif. Enfin, selon les situations, on est dans la logique de parcours en fait, et selon les situations, on aura soit des accompagnements jusqu'au bout, donc de manière définitive jusqu'à la fin de vie, soit la recherche d'autres solutions, une entrée en hébergement, un accueil de jour, que sais-je. Alors, on travaille évidemment là-dessus pour anticiper les ruptures. On a eu l'été, le week-end du 14 juillet, le 15 août, il se passe toujours des choses. On oriente aussi beaucoup vers de l'accueil de jour, l'hébergement temporaire, etc., quand il y a besoin. Donc le but, ce n'est pas non plus coûte que de coûte faire un maintien à domicile. Si c'est le cas, si ça se passe bien et qu'on met tout en œuvre, ben c'est très bien. Il va pouvoir aller, et on a déjà eu le cas, jusqu'au bout. Ou sinon, eh ben, on va essayer d'anticiper et de trouver les meilleures solutions pour amener en fonction du souhait aussi de l'usager. On a toutes les possibilités. Alors la dernière chose, c'est comment fonctionne l'AS de nuit. Vous pouvez détailler votre question, s'il vous plaît? Moi, je sais comment fonctionne une AS de nuit en EHPAD. Oui. Je le sais, ça. Alors c'est un poste dédié. Je voudrais savoir C'est un comment poste elle dédié. fonctionne en Donc ligne. sa fonction, c'est de... Alors, on mutualise avec l'EHPAD, évidemment, on ne va pas la laisser à côté. Donc elle va pouvoir accompagner les résidents de l'EHPAD quand c'est nécessaire. On va lui faire une tournée de nuit, donc où elle va accompagner. Elle ne va pas faire de soins d'hygiène, c'est pas son rôle. Les dispositifs de SIAD de nuit le font quand ils sont existants. Ils sont existants sur Rennes, donc on n'a pas besoin. Ils vont être vraiment... on va reproduire ce qu'on fait la journée avec notre équipe mobile, la nuit. Donc plutôt sur des ateliers, sur l'accompagnement sur les capacités restantes pour les personnes qui ont un trouble du rythme jour-nuit. Donc on va avoir des personnes qui vont plutôt vivre la nuit. Et donc là, on va adapter notre accompagnement à ce besoin-là. Et sinon, elle va faire de l'astreinte, donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir répondre aux urgences qui vont lui être adressées par les objets connectés. Voilà. On va dire que l'objectif aussi, c'est sur les personnes anxieuses, l'accompagnement au coucher, etc., sur un suivi et que ça ne s'arrête pas à 18h. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a on va prendre peut-être une dernière question. Oui, juste une petite question quand même sur le financement. Donc vous avez évoqué 2 fois 150 000 sur les 2 premières années. Oui. Et puis une possibilité, enfin vous avez été accompagné a priori pour pérenniser l'offre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se traduit opérationnellement ?
Je n'ai pas été dans le détail volontairement parce que c'est complexe, mais le financement de 150 000 € x 2, il ne couvrait que la moitié de nos besoins. Donc on a sur nos fonds propres assuré l'autre moitié. On considérait que c'était de l'innovation et c'était une manière pour nous de porter en fait le dispositif. Là, dans sa pérennisation, c'est un financement via l'article 51. Donc l'article 51, c'est un article de la loi de finances de la sécurité sociale de 2018 qui réserve une part de l'ONDAM au financement des expérimentations innovantes. Et donc le dialogue avec le ministère était dans ce cadre-là. Donc en fait, c'est un forfait qui va nous être alloué à hauteur de 1 000 € par mois par usager pour faire ce qu'on fait en plus de l'accompagnement existant. C'est important de le préciser, comme on travaille avec des partenaires, on n'a pas de lien financier avec ces partenaires. Eux continuent à être financés avec leur propre dispositif, donc l'APA à domicile pour les services d'aide à domicile en particulier. Merci beaucoup. Je sais que j'ai vu qu'il y avait d'autres tentatives de questions. Je suis désolée de vous interrompre. On doit respecter l'horaire. Donc on est à disposition dans la journée. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on vous demandera vos coordonnées.